Oui, bonjour à tous. Donc depuis ce matin, on a abordé des sujets pour se protéger de tout désastre, mais évidemment, il arrive un moment où il faut être prêt au cas où, malgré toutes ces protections, nous n'aurions pas la possibilité de nous protéger. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les slides. Donc, je vais vous présenter le What's New. Voilà. Donc, je vais vous parler de la genèse des plans DR, d'où ça vient, comment ça se compose et comment tout cela se prépare. Donc, tout d'abord, on commence par une analyse de risque pour identifier tous les risques auxquels l'entreprise peut être confrontée afin de mieux s'y préparer. Bien évidemment, on va mettre en place tout un tas de mitigations qui vont nous permettre de réduire tous ces risques que l'on aura identifiés. Il restera quand même des risques résiduels, lesquels devront être traités dans le cadre de disaster recovery. En parallèle de ça, ça va donc nous générer tout un tas de scénarios de crise. En parallèle de ça, on doit travailler aussi sur ce que l'on appelle le business impact analysis, qui est une démarche où chaque activité métier critique de l'entreprise doit être analysée en se posant la question si cette activité critique est interrompue, pendant combien de temps l'entreprise est capable de survivre ou de maintenir son business. Évidemment, toutes les autres parties qui ne sont pas le business pur de l'entreprise ne doivent pas être traitées ici. Typiquement, pour une entreprise comme la nôtre, même si cela peut choquer, la paye n'est pas une activité business de notre entreprise. Nous ne sommes pas un organisme qui générons de la paye. Donc, le système de paye n'est pas forcément à prendre en compte dans le cadre d'un disaster recovery. Du business impact analysis, on va en sortir donc deux éléments, le DMIA qui est le délai maximum d'interruption admissible, je l'expliquerai un petit peu plus tard, et le PDMA qui est la perte de données maximale admissible, que souvent on appelle aussi le RPO. De ça, on va donc sortir tout un tas de plans business continuity. Si je m'intéresse à des scénarios et à des plans, je vais en sortir donc tout un tas de plans DR que l'on devra traiter et on s'intéressera particulièrement à un unique plan et qu'on traitera les uns à la suite des autres. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un sinistre? Parce que, évidemment, c'est pas aussi simple que ça d'arriver à définir. On va parler d'une ligne du temps, la ligne horizontale, et d'un business level qui est les services rendus à l'ensemble de nos clients. Donc, en mode nominal, on a des backups, on a un business level qui est représenté ici par la ligne verte, et tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. De temps en temps, évidemment, il y a des petits incidents, ça arrive tous les jours, mais ce ne sont pas des sinistres. On a un petit incident, nos backups qui sont sur la ligne du bas continuent de fonctionner. Tout ceci, c'est ce que l'on appelle le business as usual. Malheureusement, et c'est ce qui va nous intéresser ici, on peut se retrouver confronté à un sinistre. Quand on se confronte à un sinistre, qu'est-ce qui se passe? Le business level, à ce moment-là, il tombe à zéro. Il y a une cellule de crise qui se déclenche, on appuie nos systèmes de backup, et vous voyez que la ligne du temps, elle va jusqu'à on ne sait pas quand. Et c'est bien là toute la problématique. Donc, on va attendre, côté Disaster Recovery Team, on va attendre un go qui va nous être donné par la cellule de crise pour dire, voilà, vous devez déclencher à partir de maintenant le Disaster Recovery Plan numéro 1, 2, 3, ou on les appelle comme on veut. À ce moment-là, l'ensemble des équipes vont pouvoir commencer à exécuter des documents que l'on a appelés des PTR, j'expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est, qui vont soit s'exécuter comme ici en parallèle, la 1 et la 5 s'exécutent en même temps, mais aussi des documentations, des procédures qui doivent s'exécuter les unes à la suite des autres. On voit bien que la 1 s'exécute, la 2 s'exécute après la numéro 1. On n'a toujours pas nos systèmes de backup, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce moment précis où ce que l'on va retrouver, c'est une infrastructure qui est de nouveau disponible ou suffisamment disponible pour pouvoir procéder à l'étape suivante, qui est de réintégrer les données des clients ou de l'entreprise. Et tout ceci, ce sont ce que l'on appelle les BPR qui vont nous permettre de réinjecter les données, de s'assurer que l'ensemble des données sont bien intègres et qu'on a un ensemble cohérent. À partir de là, on va se retrouver avec
des backups qui refonctionnent et un système que l'on va considérer comme acceptable. Alors pourquoi il est acceptable? Parce que si évidemment le sinistre c'était la destruction d'un data center, évidemment au bout de quelques heures on n'aura pas reconstruit un nouveau data center. Par contre, l'ensemble des services seront rendus, mais pas au même niveau que précédemment. On n'a plus le système de secours. Voilà, donc tout ce qui est la partie jaune ici, c'est effectivement ce que l'on appelle le Disaster Recovery Plan. Tout ce qui est la partie bleue autour, c'est ce que l'on appelle le Business Continuity Plan. On a quelques notions que je présente ici, ça nous permet de discuter les mêmes choses. Donc sur la partie en haut à gauche, on a le RPO, qui est le Return Point Objective, et évidemment, c'est depuis quand on a des données qui sont intègres sur nos systèmes de backup. Le DMIA, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le délai maximum d'interruption admissible, et vous voyez que ici, on a introduit une notion qui est un petit peu différente parce que beaucoup de gens confondent le DMIA et le RTO. Parce qu'évidemment, le RTO, c'est quelque chose que l'on peut mesurer. On peut exécuter toutes ces documentations bleues, là, ce que j'ai appelé les PTR. On peut les mesurer, on peut les séquencer et on peut avoir une idée de ce temps-là. En revanche, la durée de la cellule de crise, ça, il n'y a personne qui peut savoir combien de temps elle va durer. C'est ce que j'appelle le DTO, Decision Time Objective, qui doit bien évidemment être le plus court possible pour se dire, gagnons du temps. Si on est prêt et qu'on sait que notre RTO à une certaine durée d'exécution, démarrons tout de suite, mais il faut bien se rassembler et que la cellule de crise décide si, oui ou non, on lance le plan DR numéro 1, 2 ou 3. Et la fin, qui est effectivement le Resume Business, qui est une partie auquel l'équipe DR n'a pas de compétences, c'est la quantité de données que l'on doit réinjecter, elle ne nous est pas connue. Ensuite, je vais vous présenter différentes notions, la méthodologie que nous avons déployée et formalisée finalement au sein d'NRD, la différence entre business continuity et disaster recovery, les rôles des équipes DR versus tout ce qui est les équipes techniques, comment gérer cette documentation et ses révisions, comment un plan DR s'articule, le séquencement de l'ensemble de tout ceci, et une différence auquel je tiens beaucoup, qui est la différence entre les bascules techniques et des tests DR. Donc, j'ai mis sur la partie gauche les équipes de Business Continuity et sur la partie droite les équipes de Disaster Recovery. Parce que la frontière entre les deux n'est pas toujours très claire pour tout le monde et je trouve que c'est important de pouvoir nous remettre un petit peu les choses en face, comme ça on sait exactement qui doit s'occuper de quoi. Donc, comme le nom l'indique, la partie Business Continuity va s'intéresser exclusivement au business, alors que la partie Disaster va s'intéresser exclusivement à tout ce qui est infrastructure. Les équipes BC vont s'occuper de la gestion de la crise, alors que les équipes DR vont s'intéresser uniquement à comment on va rétablir l'infrastructure. Les équipes BC vont s'intéresser aux personnes qui sont impliquées, qui vont pouvoir participer, et l'équipe DR piochera dans ces équipes-là pour dire qui va exécuter telle ou telle partie du plan DR. Les business continuity vont s'intéresser aux espaces de travail, comment on peut retrouver des bureaux pour que les gens puissent travailler et exécuter les procédures de disaster recovery. Et l'équipe DR va s'intéresser à dans quel ordre tout ceci doit être orchestré. Les équipes BC vont s'intéresser aux outils, à l'ensemble des outils qui doivent être mis à disposition des équipes techniques, alors que l'équipe DR va s'intéresser qu'aux outils métiers nécessaires pour exécuter le plan DR. De nouveau une analogie entre les équipes DR et les équipes techniques. Donc les équipes DR vont s'intéresser uniquement à la méthodologie, c'est vraiment le rôle principal de l'équipe. En revanche, maintenant, l'équipe DR va consolider l'intégralité des informations dont on dispose, mais les équipes techniques vont identifier les infrastructures qu'il faut traiter, où est-ce qu'elles se trouvent et comment les rétablir. L'équipe DR s'intéressera à la rédaction des plans et au suivi de cette rédaction, alors que les équipes techniques vont, elles, rédiger l'ensemble de la documentation. Le dernier point, donc l'organisation des tests DR sera bien évidemment faite par les équipes DR, et les gens qui vont exécuter cet ensemble-là, ce sont bien les équipes techniques. Donc, je parlais tout à l'heure des procédures techniques de reprise, qu'on a appelées donc les PTR, ou en version anglaise Technical Recovery Procedure. Qu'est-ce que c'est que cette documentation-là? C'est un document qui décrit une suite d'actions exécutées séquentiellement, ça a son importance, par la même équipe sur un ensemble cohérent d'infrastructures.
Ce qui veut dire que si on peut exécuter des opérations en parallèle, à ce moment-là, il faut avoir plusieurs PTR pour que plusieurs techniciens puissent intervenir. Il arrive que on ait des documents qui doivent s'enchaîner, qui créent une sorte de groupe indissociable. À ce moment-là, c'est ce qu'on nous on a appelé une recette. Et quel que soit le plan DR, cette recette devrait être exécutée à un moment donné. C'est un enchaînement de différentes PTR cohérentes. En termes de documentation, on s'est intéressé à un indice de maturité de notre documentation, parce qu'évidemment, il faut toujours repartir, on repart tous de rien. À chaque fois qu'il y a une nouvelle menace, un nouveau risque qui a été identifié, à un moment donné, on doit donc maintenant définir un nouveau plan DR autour de ça. On a deux axes. L'axe horizontal qui correspond à l'expertise et l'axe vertical qui correspond au périmètre qui va être exécuté. Donc, soit, effectivement, ce sont des experts qui peuvent exécuter les PTR, soit un membre de l'équipe, soit tout simplement un novice dans l'équipe qui serait capable. À ce moment-là, c'est le Saint Graal, c'est ce que l'on a appelé le A1. Et pareil en termes de périmètre, soit on a la documentation qui est capable de faire uniquement un aller, c'est déjà bien, ou alors on est capable d'aller sur le site de secours et de revenir, ou encore mieux, évidemment, c'est d'aller, de produire, ça veut dire modifier les données, rester quelques temps, peut-être longtemps d'ailleurs, puis de revenir sur l'infrastructure initiale. Évidemment, il faut essayer de rester dans la partie jaune et idéalement la partie verte. Donc le séquencement d'un plan DR, on a ici ce que nous on a appelé notre serpent. L'ensemble des petits ronds verts correspondent à l'ensemble des PTR pour un scénario donné. Et on a identifié un certain nombre de stage gates, je crois qu'il y en a 12 ou 14, qui nous permettent de faire travailler les opérateurs en mode séquentiel. Donc entre deux stage gates, au début, il y a 5 personnes qui vont travailler pour rétablir les fondements ou les bases de l'infrastructure. Puis après, je crois qu'il y en a 15 ou quelque chose comme ça, personnes qui vont travailler en parallèle et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du serpent où l'ensemble de l'infrastructure est remise à disposition. Alors, mon petit dada, la bascule technique versus le test DR. Donc, une bascule technique, c'est ce que l'on fait régulièrement. On bascule nos infrastructures sur le système de secours pour une raison de maintenance, pour une raison d'upgrade système ou je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est un sujet où ça nous permet de valider notre capacité à basculer sur l'infrastructure de secours, toujours en s'appuyant sur les PTR. En revanche, un test DR, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas notre aptitude à le faire, mais c'est notre capacité à restaurer le service IT qui tourne derrière parce que nous avons eu un sinistre. Donc, typiquement, la comparaison avec mes deux images, ici, au lieu de tester si la chaise est capable de recevoir quelqu'un, nous, notre objectif, ça sera de savoir si un éléphant est capable de s'asseoir sur une chilienne. Donc, le tissu doit être en Kevlar, etc. On doit absolument s'assurer que, quelles que soient les situations, on est capable de basculer sur notre système. Évidemment, quand on fait une bascule technique, tout est préparé à l'avance. On sait que demain soir, il y a une opération qui va être exécutée, alors que le test DR, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va s'exécuter. Et donc, il y a tout un tas de paramètres différents qui doivent être traités, y compris au niveau des ressources humaines, le stress que peuvent engendrer les gens. Il y a peut-être eu des gens qui sont blessés ou qui ont disparu. Donc, c'est complètement une opération différente. What's next? Donc, sur quoi on travaille? Comme disait l'autre, I have a dream. Et nous avons lancé une application. Nous sommes en train de développer cette application qui s'appelle Dream, qui est le Disaster Recovery Achievement Monitoring, qui va nous permettre en fait d'avoir deux outils. Un outil qui est une application mobile que vous avez sur la gauche et un outil de monitoring. L'application mobile, elle va permettre à toutes les personnes qui sont impliquées dans l'exécution d'un plan DR de se mettre online ou offline en fonction de ce qu'elles sont en train de faire, et donc de dire je suis en train de travailler sur telle ou telle partie du plan DR, et pour les opérateurs, ça va nous permettre de calculer le temps de réalisation, puisqu'on connaît le temps de réalisation de chacune des PTR, et donc on est capable de faire une somme globale et de savoir où on en est dans le rétablissement du sinistre. En termes d'outils de monitoring, donc sur la partie droite, pour le management ou la cellule de crise, on pourra voir, par exemple, ici, on voit qu'il y a la stage gate 0, le premier rond vert, et le stage gate 1 qui sont passés, ces étapes-là sont finies, et on est en train de travailler sur les deux autres avec des gens qui sont disponibles ou pas disponibles dans l'exécution de leur documentation, et on voit toutes les parties grises qui sont sur le côté, qui sont encore à exécuter dans l'exécution de notre plan. Donc avec cet outil-là,
y compris dans des tests ou dans une situation de réelle crise, on sera capable de rapporter en temps réel notre état d'avancement vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de nos clients ou de notre hiérarchie pour dire voilà où nous en sommes, voilà où on avance, on a un petit blocage ici, vous voyez qu'il y a une documentation qui est en blocage rouge parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui a un problème pour l'exécuter. Et donc, on a un suivi temps réel de notre restauration de service. Un des sujets importants, c'est de garder la motivation et d'augmenter l'entraînement. La meilleure armée du monde, c'est l'armée suisse. Elle ne s'est jamais battue, ou quasiment jamais. Par contre, ils ont de l'entraînement en permanence. Et donc, comment maintenir ça? Si on doit effectivement tester le scénario XX, première question, est-ce qu'on a l'adhésion de toutes les équipes techniques qui vont intervenir sur cette opération-là? Si oui, tant mieux. Sinon, ce qui est souvent le cas, évidemment, quelles en sont les raisons? Est-ce que ce sont pour des raisons techniques? On a une infrastructure qui n'est pas capable. Est-ce que les gens ont peur d'y aller? Est-ce que c'est un manque tout simplement de connaissances? Les gens ne sont pas suffisamment informés de l'ensemble de cette infrastructure ou de ce que l'on va faire, comment ça va se passer? Ou est-ce que tout simplement c'est un problème de responsabilité parce que les gens, on part dans l'inconnu et est-ce que les gens ont cette peur? Et donc pour chacune de ces raisons, on va devoir rassurer les gens, les former, clarifier la situation et revenir sur est-ce que vous adhérez encore ou toujours à l'exécution de ce scénario. Bien évidemment, au bout d'un moment, on aura l'adhésion de tout le monde. À ce moment-là, on pourra construire l'exécution de ce plan, le planifier et l'exécuter le jour J. Et on aura atteint notre cible qui est la réalisation du test DR du scénario XX. Alors, agrandir notre périmètre. Évidemment, un éléphant, ça ne se mange pas en une seule fois. Et donc, moi, j'ai pour habitude de me fixer, par exemple, en 2024, tous les 6 mois, on doit être capable de basculer d'un site de production sur l'autre site. Comme ça, on est complètement à l'aise dans nos opérations. Évidemment, ça, on ne peut pas le faire demain matin, et donc il va falloir couper ceci en tranches, en augmentant petit à petit notre périmètre. Donc, on s'est dit, en 2021, on va exécuter sur le semestre 1 6 documentations de bascule ou 6 composants de bascule qui vont basculer du site de production à notre site de secours. Sur le semestre 2, on en prendra 12 de plus, ce qui va nous permettre d'augmenter notre périmètre, notre confiance et le périmètre de l'ensemble de ce qui sera basculé, et ainsi de suite sur l'année 2022, pardon. Et en 2023, on aura basculé complètement un site du site de production 1 vers le site de secours, et puis en 2024, on sera donc capable de basculer régulièrement. Ça, c'est bien, c'était pour un scénario, mais évidemment, en 2020, c'était le scénario data center. En 2021, on travaillera sur le scénario malware. En 2000XX, vous voyez qu'on a tout un tas de sujets qui sont sur la planche pour se dire, voilà, il faut qu'on soit capable, la pandémie, c'est un petit sujet d'actualité, des grosses coupures Internet, des incendies de voisinage, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. On doit en permanence agrandir notre périmètre pour être certain que le jour où on va rencontrer un sinistre, on est complètement capable de pouvoir répondre à toutes nos situations. L'obsolescence programmée. Alors, si dans le monde de tous les jours, c'est quelque chose qui nous déplaît, ici, dans notre documentation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il ne s'agirait pas, le jour d'un sinistre, de commencer à prendre une documentation et se rendre compte qu'elle n'est pas à jour, que finalement, on a changé telle ou telle infrastructure. Et donc, l'ensemble de notre documentation et l'ensemble de notre plan, finalement, n'est pas utilisable. Et donc, on va courir dans tous les sens pour essayer de trouver quelque chose qui va correspondre le mieux et on va inventer au fur et à mesure du déroulement du plan. Donc, on s'est dit que toute documentation dans le plan DR, donc l'ensemble de nos PTR, doivent avoir une obsolescence programmée à 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, on doit se reposer la question, est-ce que cette documentation, ce document-là, est toujours d'actualité? Est-ce qu'il ne doit pas être révisé? Est-ce qu'il ne doit pas avoir une modification quelconque? Et pour ça, on a ce petit graphe qui nous montre l'ensemble de notre documentation avec les billes qui sont réparties par équipe et qui avancent dans le temps. Et on a donc 2 outils qui nous permettent d'avoir un suivi du backlog, qu'est-ce qui n'a pas encore été mis à jour. Et donc, potentiellement, on augmente le risque si jamais nous avions un sinistre maintenant et d'anticiper la charge puisqu'on va savoir l'ensemble des documentations qui vont être à réviser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et du coup, on peut anticiper. Bien évidemment, chacun est libre de prendre sa documentation très régulièrement, tous les mois, de l'ouvrir, de confirmer qu'elle est toujours d'actualité et on n'est pas obligé d'attendre les 6 mois pour éviter d'avoir une grosse charge. On peut très bien faire ça au fil de l'eau. En tout cas, aucun document ne doit pouvoir traverser 6 mois sans avoir été validé ou confirmé dans son état de fonctionnement.
Alors, what's new, what's next? What's new, nous avons développé toute une méthodologie pour nos approches DR et implémenter ça chez nous, chez nos clients, en mode consultance. On a défini cette différence que je trouve extrêmement importante entre la notion de bascule technique versus un test DR et comment on procède. On a réparti les rôles dans les différentes équipes, que ce soit Business Continuity, Disaster Recovery ou les équipes techniques, ce qui permet pour chacune des équipes d'être vraiment au fait de ce qu'elle doit faire et quel est son périmètre d'intervention. Et cet indice de maturité qui nous permet de faire évoluer notre documentation, y compris par l'obsolescence programmée, en se disant, voilà, si cette année ou ce mois, la version précédente était une version en B2, il faut absolument que l'on passe en B1 ou en A1. Idéalement. Dans notre What's Next, notre application Dream, on a pu faire quelques essais, mais on a hâte de pouvoir effectivement l'exécuter en réel pour un prochain test. Agrandir notre périmètre, il faut en permanence que l'on soit certain de pouvoir répondre à de plus en plus de cas qui seront les risques résiduels qu'on a vus au tout début par rapport au business impact, et de se dire, voilà, on doit traiter maintenant ce nouveau risque avec un disaster recovery plan. Garder la motivation de l'ensemble des équipes, c'est très important que non seulement les gens soient à l'aise si jamais on avait un sinistre, et aussi faire rentrer les petits nouveaux qui arrivent dans l'entreprise ou qui découvrent un peu des infrastructures pour que toutes ces personnes-là soient vraiment à l'aise si jamais c'est eux qui devront exécuter le jour d'un sinistre, donc augmenter complètement l'entraînement de toutes ces personnes. Et notre obsolescence programmée sur notre documentation qui nous permet de nous garantir que notre documentation est vraiment à jour. Voilà, j'ai fini ici ma présentation. Je ne sais pas si il y avait des questions qui étaient en suspens. Merci Patrick. Je comprends maintenant que tu es un man with a dream. Oui, exactement. Tu dois prévoir pas mal de choses qui ne sont pas prévues. Hein? Oui, et ce n'est pas des choses qui sont très très drôles non plus, parce qu'on parle de sinistre à chaque fois, et donc on doit se positionner sur, il y a effectivement une situation très grave dans notre entreprise. Quoi. Oui. En fait, une question, est-ce qu'on peut parler de ROI, de Return on Investment, quand on parle de démarche DR? Oui, tout à fait. C'est pertinent? C'est pertinent, effectivement. En fait, forcément, pour mettre tout ça en place, on dépense beaucoup d'argent. Il faut du temps, il faut mobiliser les équipes, souvent le soir, la nuit, le week-end, etc. Et tout ça, finalement, ça va nous rapporter combien? On se plaît à dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une assurance. Tant qu'on n'en a pas besoin, ce n'est qu'un coût. Par contre, le jour où, effectivement, on a un vrai sinistre, l'ensemble de ce travail-là a une valeur inestimable parce que l'entreprise pourra rebondir ou recommencer son activité et ne pas perdre ses clients, ne pas perdre sa réputation ou je ne sais trop quoi. L'entreprise sera toujours up and running. Et en fait, une question qui revient souvent, quelle est en quelques mots la différence entre un Business Continuity Plan et un Discovery Plan? Disaster Recovery. Oui, Disaster Recovery Plan. Donc, c'est très clair que toutes les personnes que l'on rencontre ont vraiment du mal à identifier les deux. Donc, j'ai fait aussi un petit slide un peu pour expliquer ça. Le Business Continuity va s'intéresser à, comme son nom l'indique, exclusivement le business, alors que le Disaster Recovery s'intéressera exclusivement à l'infrastructure. On doit remettre à disposition du business, justement, l'infrastructure pour pouvoir relancer le business. Donc, le DR est l'une des composantes de l'équipe Business Continuity qui doit s'intéresser à… C'est eux qui nous donnent l'ensemble des risques sur lesquels on doit travailler et créer ou maintenir le Disaster Recovery Plan pour tel ou tel risque qui sont résiduels. Et ce sont les mêmes équipes qui s'en occupent? Non. Non, justement, on est des collègues, mais on n'est pas dans les mêmes équipes parce qu'on a, entre guillemets, quelque part, des intérêts divergents. Et on ne peut pas être juge et partie. Donc, l'équipe Business Continuity est dans une autre cellule, dans une autre branche d'NRD que l'équipe Disaster Recovery. Oui.
Ok, mais il faut en fait avoir surtout une vision, sur ce qui est important, ce qui est crucial dans ce contexte. C'est Oui, surtout non seulement une vue technologique, mais aussi une vue business et de valeur de la société, des assets oui, oui, de tout la à fait. société. Ok. Et l'une des grosses difficultés, c'est qu'effectivement, souvent dans les approches disaster recovery, les gens vont dire tout est important et tout doit être rétabli très très vite. Et quand on Mhm. commence à gratter, bah, finalement, allez, la paye, bah, on peut très bien se contenter de dire on repaye les gens de la même manière que le mois précédent et on réactualisera le mois suivant. Du Mhm. contrôle d'accès qui serait en panne, on peut très bien se dire on fait appel à un système de gardiennage qui se poste là. Et on n'a peut-être pas besoin, il faut étudier, mais on n'a peut-être pas besoin pour ces deux sujets-là, par exemple, d'avoir des systèmes ultra redondants, ultra performants, ultra disponibles. Ça, c'est le business qui doit nous le dire. Et en fonction de ce qu'ils nous disent, on va envisager le disaster recovery plan de ces sujets-là.